Qu'est-ce qui peut être pire qu'affamer un homme ou une population? Qu'est-ce qui peut être pire que la guerre, la famine ou la persécution? Eh bien, Eiichiro Oda, en s'inspirant de notre monde, a réussi à nous dépeindre une horreur plus diabolique que toutes les autres. God Valley. Pour leur simple plaisir, tous les 3 ans, les Tenryubito organisent un jeu, une chasse à l'homme, choisissant une île non affiliée au gouvernement pleine de ressources naturelles, le peuple au sommet du monde lâche des centaines d'esclaves pour pouvoir les chasser. Tels des animaux, ceux-ci deviennent la proie des dragons célestes, qui ont pour loisir de tuer le maximum d'entre eux pour gagner des points. Jamais l'horreur n'avait atteint un tel point de déshumanisation. Jamais l'homme avait été aussi bestial à prendre ses semblables pour des animaux. Et pour rendre le jeu encore plus intéressant, l'ignominie allait atteindre un paroxysme des plus machiavéliques. Donner l'illusion à la victime que si celui-ci arrivait à survivre, alors il serait libre. Ce flashback tant attendu nous dépeint l'opulence d'une espèce sans raison ni morale. Mais avant de nous faire découvrir cette sombre histoire du passé, Eiichiro Oda a décidé de nous proposer une nouvelle version, le God Valley 2.0. Et c'est une phrase qui m'a amené à une théorie pour la fin de l'arc Elbaf, et je vais vous en parler. Vous avez patienté toute la semaine pour avoir ma théorie sur la fin de l'arc Elbaf et je vais vous en parler en fin de vidéo, mais avant ça je vais vous donner quand même quelques éléments concernant la théorie que j'ai développée sur la fin de cet arc. Et à contre-pied de ce que la plupart des gens m'ont dit, c'est une théorie qui n'est pas du tout une théorie qui valide le God Valley 2.0. Le God Valley 2.0 est une superbe théorie, je la trouve vraiment hyper intéressante, mais elle a beaucoup trop de problématiques. Je comprends que ça puisse embraser l'intégralité de la communauté, et bravo mon Corvo qui il y a 2 semaines a développé une théorie qui aujourd'hui pourrait être possible grâce à la phrase de Shamrock qui dit « Transformez cela en jeu grâce à vos pouvoir ». Et on se rappelle tous que sur God Valley, c'était un jeu que l'intégralité des chevaliers divins devaient tuer des esclaves pour remporter un nombre de points et gagner des récompenses, des fameux fruits du démon qui étaient directement sur place, avec notamment le fruit de Kaido. Mais même si cette théorie est hyper intéressante, elle comporte quand même pas mal de problèmes. Et le premier qui m'en a parlé, c'est mon poteau Sunny. Je m'incruste dans la vidéo du frérot. Tout ça pour dire tout simplement qu'il n'y aura pas de God Valley 2. Effectivement, il m'a dit que pour pouvoir faire un God Valley 2.0, il nous faut quand même un certain nombre d'ingrédients. Et quand on regarde un petit peu ce qu'on a aujourd'hui dans notre assiette sur Elbaf, eh bien, on n'a pas tous les mets qui nous permettraient d'avoir un petit peu ce God Valley 2.0. Déjà, il faudrait l'intégralité des chevaliers divins. Or, Shamrock est rappelé à Marie-Joase Terre Sainte pour un problème important. Et c'est bien sûr ce problème important qui est le point névralgique de ma théorie que je vais vous exposer en fin de vidéo. Donc, on n'aura pas l'intégralité des chevaliers divins, c'est un peu dommage pour avoir un God Valley 2.0. Secondo, on n'aura pas non plus les Tenryubito, ils ne peuvent plus se permettre d'avoir une activité oisive puisqu'ils sont prisonniers à Marie-Joase Terre Sainte à cause de l'embargo de dragons qui les empêche de se nourrir. C'est donc pas le temps aujourd'hui de s'amuser et de détruire des royaumes. Aujourd'hui, c'est le temps de la survie pour les Tenryubito de Marie-Joase Terre Sainte. Si jamais une armée de Tenryubito lambda devait débarquer à Elbaf, je pense que même avec leurs meilleures armes, ça risque d'être compliqué. Drôle à voir, je vous mens pas, on prendrait un plaisir dingue à regarder ça, c'est certain même. On n'a pas non plus de trésors au même niveau que les fruits du démon qui étaient proposés. Et déjà, est-ce que des fruits du démon pourraient être attractifs pour des chevaliers divins, sachant que ceux d'aujourd'hui, Shamrock possède le fruit de Cerbère pour son épée, Gunko a le fruit de la flèche, Gillingham a le fruit de Killin, et aujourd'hui, on pense, avec la rose et un peu la poignée de son sabre, que notre cher chevalier divin Saint-Somaz a peut-être également un fruit du démon. On a aussi le problème avec ce fameux trésor. Rappelez-vous, Ginny a partagé comme information sur les ondes que le trésor que le gouvernement avait volé à Xebec est actuellement sur l'île. On ne sait pas ce que c'est que ce trésor, mais il est
très intéressant puisqu'il a attiré Xebec, Goldie Roger et plusieurs dizaines de bateaux de pirates qui se sont directement réunis sur God Valley. On n'a pas l'équivalent aujourd'hui sur Elbaf, même si le dernier Ryopodéglyphe, s'il est possédé par Scooper Gaban, qui pourrait être l'homme à la brûlure, pourrait être particulièrement intéressant pour les différents pirates et les motiver pour venir directement sur Elbaf faire un God Valley 2.0. Ce sont tous ces éléments qui me font dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir provoquer un God Valley 2.0. Je sais que c'est une théorie qui est particulièrement tentante parce qu'aujourd'hui, dans l'arc d'Elbaf, on ne connaît pas encore la structure de l'arc. On ne sait pas si ça sera un arc sauvetage. C'est possible avec le fait que les chevaliers divins prennent pour cible Colon. Dans ce cas-là, on aura un arc qui pourrait ressembler par exemple à Enies Lobbies ou encore à Whole Cake Island. On ne sait pas si c'est un arc où on va découvrir une population opprimée que Luffy va devoir sauver de son gouvernement. On a eu ça à Alabasta, on a eu ça à Wano, on a eu ça à Dressrosa. Aujourd'hui, on n'a aucune information sur la structure narrative que va prendre l'arc d'Elbaf. Donc je comprends que cette théorie du God Valley 2.0 pourrait être particulièrement intéressante. Mais moi, j'interprète ça de manière complètement différente. La phrase de Shamrock, organiser un jeu grâce à votre pouvoir, nous décrit plutôt une mécanique que possèdent les chevaliers divins entre eux. On voit qu'aujourd'hui, cet ordre-là est un ordre uni, mais il existe une compétition entre chacun des membres. On a pu le voir d'ailleurs avec Garling qui porte le titre de champion de God Valley. Je pense, dans ma théorie, que le titre de champion des chevaliers divins, le titre de leader, n'est pas un titre qui se transmet de génération en génération. Shamrock ne l'est pas devenu après Garling parce que c'est son fils. Garling l'est devenu et Shamrock a eu le titre parce qu'ils ont accumulé le plus de points. En fait, dans chacune des missions des chevaliers divins, selon ma théorie, ils mettent en place un barème de réussite qui va permettre à chacun d'eux de récolter des points. Et c'est en récoltant le plus de points que tu peux acquérir des récompenses, notamment les fruits du démon, et je pense que Shamrock a obtenu sa récompense comme ça, que Gunko a obtenu son fruit de la flèche comme cela, et que notre cher Gillingham a obtenu son fruit du démon du Killin de la même façon. C'est comme ça qu'ils ont leur fruit du démon. Mais les points ne servent pas uniquement à avoir des récompenses, les points servent aussi à créer une hiérarchie directement dans l'ordre des chevaliers divins. Si aujourd'hui Shamrock a le titre de commandant en chef, c'est parce que c'est la personnalité qui a le plus de points. Et à son époque, si Garling était considéré comme le champion et le commandant suprême des chevaliers divins, c'est que lui aussi avait le nombre de points maximum de l'équipe. Il y a donc une compétition en interne entre chacun des chevaliers divins et on peut voir aujourd'hui quand on voit leur titre que chacun est le protecteur spécial d'une famille. Et donc comme dans Hunger Games, chaque famille a un petit peu son champion et chaque champion dans une mission a l'obligation de récupérer le plus grand nombre de points. C'est eux qui vont un petit peu être à l'origine de la hiérarchie des différentes familles qu'on va avoir directement sur Marie-Joase Terre 5. Et aujourd'hui, la famille Fingerland est la famille la plus puissante, non pas parce qu'elle a une noblesse de robe, mais parce qu'elle a une noblesse d'épée. Et pour la première fois dans un chapitre de One Piece, on va voir des nobles qui n'ont pas un petit peu leur titre de noblesse grâce à des alliances, grâce à des mariages ou grâce à la pureté de leur sang. On va pour la première fois avoir des nobles qui vont avoir eux aussi un sentiment de devoir se dépasser, un sentiment de devoir faire leurs preuves, comme on a eu à l'époque un petit peu la noblesse d'épée. Je pense que Oda s'inspire de l'histoire de France pour nous parler un petit peu de l'ordre des chevaliers divins et notamment de leur fait qu'ils ressemblent trait pour trait grâce à ce jeu et cette gamification à une noblesse d'épée plutôt qu'à une noblesse de robe. Quelle est la différence entre l'une et l'autre? Déjà, il faut voir la définition de la noblesse. La noblesse, à l'époque, avait pour particularité de ne pas travailler.
Ils devaient subvenir à leurs besoins grâce aux impôts qu'ils imposaient au peuple qui, eux, avaient l'obligation de travailler pour pouvoir d'une part se nourrir et d'autre part reverser la dîme, reverser une part de leurs bénéfices directement à la noblesse. La noblesse avait comme obligation le devoir de protéger les peuples. C'est le contrat tacite qu'on avait entre le peuple et la noblesse. Et il y avait deux moyens de devenir noble à cette époque-là. La noblesse de robe, c'est parce que tu étais noble par rapport à ton sang, tu venais d'une illustre famille ou par rapport à un mariage. Mais il y avait également la noblesse d'épée, une noblesse qui pouvait s'acquérir directement sur le champ de bataille si tu faisais des hauts faits. Par exemple, si tu tuais directement un roi ennemi. Et c'est hyper important aujourd'hui de voir ces chevaliers divins qui sont nobles de sang et qui sont donc feignants, qui ne savent pas se nourrir eux-mêmes et qui sont extravagants alors qu'ils sont capables de rien produire, de rien faire et qui sont extrêmement faibles. Et de voir à l'inverse l'ordre des chevaliers divins qui, grâce à la gamification qui nous est proposée par Shamrock, continuent à développer leur pouvoir, leur puissance, leur intelligence et leur assiduité parce qu'ils peuvent aujourd'hui grimper dans la hiérarchie grâce directement à ces jeux et aux points qui sont obtenus. C'est donc une toute nouvelle organisation qui nous ont proposée par Shamrock et qui est à mes yeux beaucoup plus intéressante qu'avoir uniquement un God Valley 2.0. Parce que imaginez qu'avec ce système de points, aujourd'hui, sur leur mission d'Elbaf, on peut largement imaginer que les chevaliers divins peuvent faire des alliances avec des personnes extérieures pour pouvoir gagner le plus grand nombre de points. Et ils pourraient par exemple proposer ou avoir des stratégies intellectuelles pour essayer de faire en sorte, par exemple, que Luffy et Zoro s'attaquent particulièrement à l'un d'entre eux et que eux, ça leur permette directement de voler un enfant et de pouvoir se sauver sur un bateau. On peut bien sûr imaginer que Saint-Somaz arrive à convaincre Luffy et Zoro de se débarrasser de Genko parce que celle-ci veut enlever des enfants directement sur Elbaf et lui, il profiterait un petit peu de cette zizanie pour pouvoir prendre les enfants et se sauver. Ils vont pas travailler en équipe, ils vont directement travailler les uns contre les autres et ça va rendre l'arc particulièrement intéressant. Avant de vous expliquer ma théorie sur la fin de l'arc Elbaf, on doit bien sûr parler du combat entre d'un côté Skobergaban et de l'autre Luffy et Zoro, un combat titanesque. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvées particulièrement intéressantes, surtout dans le dessin et la mise en scène d'Oda. Déjà, quand on voit Luffy en mode Garfai avec les cornes et directement la cape blanche transformée par la transformation de Luffy et Zoro, ça nous rappelle beaucoup la case de God Valley où on voyait Gold Roger avec ce Songon Riley. Et il y a une deuxième scène qui est particulièrement intéressante à ce niveau-là, c'est quand Zoro, voyant la puissance de l'attaque de Gaban, va demander à Luffy d'esquiver de la même manière que Big Mom a demandé à Kaido d'esquiver l'attaque de Zoro sur le toit d'Onigashima. Enfin, dernière partie de cette vidéo, ma théorie sur la fin d'Elbaf va mettre bout à bout pas mal de choses qu'on a eues dans ce chapitre, mais également sur la dernière interview d'Eiichiro Oda. Vous savez qu'à chaque année, en décembre, lors de la Gem Fiesta, Oda nous a dit que cette année, il y allait avoir de grands tourments dans le monde de One Piece. Et aujourd'hui, on voit que Shamrock est rappelé à Marie-Joas Terre Sainte parce qu'il y a des grands problèmes de nourriture, de famine pour la première fois dans ce royaume anobli qui a toujours vécu dans l'opulence et qui n'a manqué de rien. Cela est dû au blocus de dragon qui a bloqué l'intégralité des ressources et des acheminements de nourriture des différents peuples et des différents royaumes vers Marie-Joas Terre Sainte. Et on sait que ce blocus, dragon le tient et qu'il attend le mouvement des chevaliers divins. Selon lui, c'est là que le véritable combat va commencer. Mais pour moi, la personne qui va réussir à péter ce bloc, la personne qui joue stratégique depuis le début de One Piece et qui aujourd'hui veut une place à Marie-Joas Terre Sainte, c'est bien sûr Barbe Noire. C'est Barbe Noire qui va péter le blocus de dragon et on voit qu'il y a déjà une animosité entre Barbe Noire qui a essayé de trouver le repère directement des révolutionnaires. Il y a déjà des choses qui sont installées pour nous montrer que celui-ci va avoir un rapport directement avec l'armée du père de Luffy. Mais le plus intéressant, c'est le parallélisme qu'on risque d'avoir entre Luffy et Barbe Noire, car si Barbe Noire réussit à aller sur Marie-Joas Terre Sainte en pétant le blocus et en leur apportant de la nourriture, on va avoir un parallèle entre Luffy qui
dans pas mal de structures d'arc, essaye de supprimer l'oppresseur pour pouvoir apporter de la nourriture au peuple qui a faim. C'est donc un parallèle qui est hyper intéressant et je vois bien Barbe Noire profiter de cette occasion-là pour se rapprocher directement du gouvernement en pouvant rentrer grâce à ses faits d'armes directement dans la noblesse et pourquoi pas directement aller voler les pouvoirs de Im-Sama. Pour moi, la confrontation finale restera la confrontation entre Luffy et Barbe Noire, mais Barbe Noire doit lui aussi voler un pouvoir divin. Luffy a le Gear 5 et pour moi, Im-Sama va rencontrer Barbe Noire et celui-ci va réussir à lui voler son pouvoir qui l'a rendu immortel, qui lui permet de créer un petit peu des démons comme elle a fait directement avec les 5 doyens, ou tout ce pouvoir maléfique qui permet par exemple aujourd'hui aux chevaliers divins de voyager. Et pendant que Barbe Noire va prendre le contrôle du monde, Luffy sera isolé sur Elbaf et lors de la fin de l'arc, quand il sortira d'ici, il devra directement se rendre compte que son ennemi final n'est plus le pirate Barbe Noire, mais bien Barbe Noire, le maître du monde. Voilà pour l'intégralité de mon analyse sur le God Valley 2.0, sur ma théorie sur la fin de l'arc Elbaf et qui va nous ramener à l'arc final, la bataille contre Barbe Noire, maître du monde contre Luffy. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mon frérot, à mettre directement ton avis en commentaire, c'est hyper important, mais aussi à mettre un pouce bleu pour pouvoir un petit peu soutenir ma chaîne. Je vous remercie pour l'intégralité des messages durant cette semaine, pour tous les abonnements, pour tous les gens qui m'ont soutenu, pour tous les gens qui mettent un commentaire référencement. Ça me fait très plaisir de faire ce travail ce dimanche. Passez une excellente semaine. On se revoit mardi les frérots. Allez, ciao!